Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Fait marquant, votre émission qui donne la parole aux acteurs ou témoins d'un événement remarquable. Le 7 avril 1994, l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Rwanda s'ouvrait, celle du génocide perpétré contre les Tutsis. En 100 jours, plus d'1 million de personnes périssaient sous l'effet de la bêtise humaine. 28 ans plus tard, le pays est parvenu à repenser ses plaies. Pour parler de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, nous recevons sur ce plateau son Excellence Jean-Pierre Karambaranga, l'ambassadeur de la République du Rwanda au Mali. Son Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Okay. Et Votre Excellence, vous êtes au Mali dans le cadre de la commémoration de la 21e commémoration du génocide contre les Tutsis en 1994. Et dites-nous d'ores et déjà, quelle est l'importance de cette commémoration pour vous? Merci beaucoup. Une cérémonie de commémoration est un moment très important. Très important parce que ça permet de rendre hommage aux victimes, rendre leur dignité aux victimes du génocide qui ont péri souvent dans des conditions innommables. Ça permet aussi de soutenir les familles des rescapés, les familles des victimes qui aujourd'hui continuent de penser leur plaie, mais la douleur est toujours là. Mais une commémoration comme ça permet de ne pas oublier. De ne pas oublier le plus d'1 million de personnes qui ont péri dans ce génocide. 1 million de personnes tuées en 100 jours. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et le fait que chaque année, nous nous donnons la peine de rester et de penser à eux, de penser aux familles, et aussi de discuter des causes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'être humain puisse planifier une telle chose? Comment est-ce que quelqu'un peut penser à exterminer un peuple et y arriver, en fait que nous puissions en tirer des leçons, en fait que nous puissions dire, voilà, ça s'est fait, ça a eu lieu, mais il ne faut pas que ça recommence. En même temps, ça permet de raconter justement une histoire des gens qui ont pu stopper ce génocide, parce que s'il n'y avait pas eu des gens pour stopper ça, le peuple Tutsi au Rwanda aurait complètement disparu. Aujourd'hui, il y a des rescapés, il y a des survivants. Et là, c'est à cause des gens, des héros qui ont combattu, qui ont mené une guerre pour stopper ce génocide. Et ces gens-là, il faut les nommer. Qui sont ces gens-là? C'était les anciens militaires de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui à l'époque était dirigée par son Excellence Paul Kagame, à l'époque chef des armées et aujourd'hui président du Rwanda. Okay. N'eût été leur intervention, on serait en train de parler d'autre chose, ou bien je ne sais pas, mais il faut revenir là-dessus. C'est pourquoi chaque année, à travers le monde, on commémore, on se souvient des disparus, mais on n'oublie pas la façon dans laquelle ils ont été exterminés. Okay. On va revenir à 28 ans plus tard, 28 ans plus tôt. Maintenant, je veux savoir, en 1994, vous êtes aujourd'hui ambassadeur, mais en 1994, vous étiez au pays lorsque tout commençait? Non, moi j'avais quitté le pays déjà, déjà parce que à cause de l'histoire du Rwanda, la persécution, tout ça, j'ai été obligé de quitter le Rwanda aussi. Il y avait des pressentiments déjà que ça allait, tout allait se dégringoler. Est-ce que j'avais ces pressentiments? Non, il n'y avait pas ce pressentiment, mais c'est que, voilà, personnellement, je n'aime pas parler de mon histoire parce que moi je suis là, même si ma famille a péri, même si j'ai perdu des amis. J'avais quitté le Rwanda parce qu'on m'avait empêché d'avoir mes droits, d'avoir droit à l'éducation.
Donc j'avais quitté le Rwanda pour essayer de trouver et d'étudier. Et pendant un certain moment, je n'ai pas pu rentrer justement parce qu'il y avait cette discrimination. Donc je n'étais pas au Rwanda. Et je ne vais pas dire heureusement, parce qu'on ne peut pas dire heureusement lorsqu'on a perdu autant de gens. Tout à fait. Maintenant, dites-nous comment est-ce que tout cela a commencé? Comment est-ce que, en fait, l'irréparable a commencé? Alors, c'est difficile de s'imaginer une telle chose. 1 million de personnes pendant 100 jours, c'est inimaginable. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle ça a marché. Et il y avait eu des signes précurseurs qui montraient que ça pouvait arriver, mais en même temps, les gens s'accrochaient à l'idée que non, ça ne peut pas arriver. Déjà, ça avait commencé à l'aube, un peu à la veille des indépendances, de l'indépendance du Rwanda en 1959, lorsqu'il y a eu les premiers pogroms contre les Tutsis du Rwanda à l'époque. Il y avait une mobilisation orchestrée à l'époque par le colon qui voulait chasser le roi et le royaume qui était en place à l'époque. Et en 1959, effectivement, le roi qui était en place militait pour l'indépendance du Rwanda avec les autres pères de l'indépendance africaine. Vous savez, il y avait un mouvement panafricain de lutte pour l'indépendance. Alors au Rwanda, c'était à l'époque un royaume, et le roi qui était en place militait avec tous les autres rois. Donc les colons n'étaient pas contents, donc ils ont manigancé, ils ont conspiré, et puis le roi est mort dans des circonstances non encore... le roi était Tutsi Oui, même si en principe on dit que le roi n'a pas d'ethnie, oui. Mais il était de l'ethnie Tutsi qui avait dirigé le pays pendant... Mais c'était une famille en fait. Ce n'était pas tous les Tutsis, mais c'était une famille. Une famille royale. Tutsi, royale, qui avait dirigé le Rwanda pendant plus de 2000 ans. Ouais. Et puis tout à coup, avec les colons qui se sont dit, ah voilà, ce roi est dangereux, il faut complètement le remplacer. Donc ils ont créé quelque chose comme un parti politique et très ethnicisé. Oui. Et ils ont dû, et c'est écrit par ceux qui ont fait ça. L'ancien administrateur général du Rwanda, c'était le colon, il a bien écrit comment, en fait, il s'est débarrassé du roi pour mettre en place un pouvoir dominé par justement l'ethnie qui décrivait comme Hutu et qui devait remplacer le roi. Alors ça s'est enchaîné avec des massacres. Et le roi a été assassiné dans des conditions non encore élucidées jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, il y a eu un parti qui était extrémiste et qui était vraiment animé par une haine qu'on n'avait pas encore imaginée. Déjà en 1959, plus de 30 000 Tutsis ont été assassinés. 1959 déjà. 59. Alors ce qui a provoqué maintenant l'exode de plus de 600 000 Tutsis à l'époque. Ils se sont éparpillés dans des pays limitrophes, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Congo à l'époque, après le Zaïre. Et ils sont restés là-bas pendant plus de 30 ans. Alors, ces réfugiés, après l'indépendance du Rwanda, ont essayé à plusieurs reprises de rentrer au pays, mais on leur refusait de rentrer. À chaque fois qu'ils essayaient de rentrer, il y avait des pogroms, on tuait encore les Tutsis qui étaient restés au Rwanda, qui étaient restés à l'intérieur. Donc, il y a ceux qui n'encouragent pas ceux qui sont à l'extérieur de revenir. Voilà, c'est pour leur dire, vous rentrez, vous aurez le même sort. Oui. Alors, il y a eu des massacres en 1963, 1964, 1967, 1969 oui. Et 1973 en même temps. Et puis après, il y a eu un changement de régime, il y a eu un nouveau président et qui, lui, a mis en place une autre politique de ségrégation, sans réellement tuer les gens, mais tuer les gens moralement et intellectuellement. Lui, il a mis un système de ségrégation, de quotas à l'école,
de sorte que les Tutsis n'avaient pas accès, et c'était écrit dans la constitution rwandaise de 1978, qui définissait comment doit se passer, doit vivre, disons, la communauté Tutsi. On disait que les Tutsis étaient 15% de la population, donc ils ne pouvaient pas avoir accès à l'école, plus de 15%. Donc, pas accès à l'école, même si vous êtes brillant. Et même chose sur le marché du travail, exclusion totale avec des quotas. Dans l'armée, là, c'était complètement même interdit. Aucun Tutsi ne pouvait aller dans l'armée. Dans tous les corps de métier. Donc, si je comprends bien, cette ségrégation était institutionnalisée déjà. C'était institutionnalisé, c'était écrit dans la constitution rwandaise. C'est toujours là, vous pouvez, n'importe qui peut consulter. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits là-dessus. Alors, tout ça se passait au moment où, en même temps, ceux qui étaient à l'étranger n'avaient pas le droit de rentrer. Alors ils ont continué, ils ont frappé à toutes les portes, ils sont allés aux Nations Unies, et puis après les Nations Unies, voilà, ils s'en foutaient, ils se disaient, mais voilà, vous pouvez rester là où vous étiez, de sorte que même à un certain moment, le gouvernement qui était en place a fait une déclaration, ils ont dit, mais ces gens-là, c'est Tutsis qui sont à l'étranger. Il faudrait qu'ils restent là-bas, il faut qu'ils cherchent la nationalité, qu'ils restent là-bas. Nous aussi au Rwanda est petit, il n'y a pas de place. Et ils ont utilisé un terme qui s'appelle, voilà, ils disaient le verre est plein. Donc ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent plus revenir, qu'ils restent là-bas. Voilà, qu'ils restent là-bas. S'ils rentrent, donc voilà, si tu vois l'image, un verre plein, si tu ajoutes une goutte, donc ça déborde. Ça déborde, oui. Alors ils ont dit, non, restez là-bas, essayez de trouver. Voilà, vous débrouillez-vous là-bas. Mais en même temps, dans les pays qui les avaient reçus, ils n'étaient pas considérés comme des nationaux. Donc, ils n'avaient pas les droits comme les autres. Alors, ils ont décidé de rentrer. Ils étaient pris en tenaille entre voilà. L'inhospitalité de l'autre côté et aussi la patrie qui ne veut pas les accueillir. Oui. Ce n'était pas l'inhospitalité en tant que telle, mais ils n'avaient pas les mêmes droits que les nationaux. Ils n'avaient pas ils pouvaient, vous savez, même si tu es réfugié, mais tu peux étudier, mais tu ne veux pas avoir accès au travail, comme quelqu'un qui est voilà, de souche. Voilà, donc, certains n'avaient même pas accès à l'éducation proprement dite. Et donc, avec tout ça, les réfugiés se sont organisés. Ils ont créé un mouvement politique pour faire la pression. En 1987, c'est à ce moment-là que le FPR est né pour faire la pression sur le gouvernement. Le gouvernement a refusé et le FPR a décidé de lancer une attaque de libération en fait de permettre aux réfugiés de rentrer, mais en même temps de vraiment installer... Ça, c'est en quelle année? En 1990. Oui. Le FPR est né en 1987, mais il a lancé vraiment son mouvement de cette campagne de libération du Rwanda en 1990. À ce moment-là, les extrémistes qui étaient restés au Rwanda, ils se sont dit, au lieu de prendre ça comme un avertissement et de les inviter sur la table de négociation, ils ont commencé maintenant à tuer ceux qui étaient restés encore. Ils ont mis des gens en prison. On disait que n'importe quel Tutsi était responsable, était complice. Beaucoup de gens sont morts en prison en 1990. Maintenant, avec la pression de la communauté internationale, le gouvernement qui était en place a décidé, a accepté, en fait, sous la pression, d'avoir des discussions. Et puis, il y a eu des accords qu'on appelle les accords d'Arusha. Et en Tanzanie, dans le pays voisin, il y a eu des négociations, en fait, d'intégrer finalement le mouvement de libération qui s'appelle le FPR. Mais en même temps, il y avait une branche dure qui était... Du FPL? Non, du gouvernement. Okay. Branche dure du gouvernement qui ne voulait pas que le FPR, en fait, intègre le pays, l'administration du pays, et que même les réfugiés puissent rentrer. Donc, eux, ils ont dit, non, on ne va jamais accepter ça. Alors, ils ont mis en place tout un système maintenant
planification de l'extermination. Il disait, si le FPR rentre, ils vont jamais trouver les Tutsis qui étaient restés. Donc, ils seront exterminés avant. On écoutait ça, on voyait ça, mais on se disait, mais ces gens ne peuvent pas... non, c'est pas possible. Les Nations Unies ont été alertées. Ces gens-là, ils vont commettre l'inimaginable. Les Nations Unies se sont dit, non, ça peut pas arriver. Même les Tutsis qui étaient au Rwanda se disaient, non, mais ça ne peut pas arriver. Mais avec les négociations, finalement, ils ont été contraints d'accepter l'intégration du FPR dans le gouvernement d'union nationale. Mais la branche dure, elle, est restée. Ils ont organisé des miliciens, entraîné des jeunes miliciens, vraiment à se préparer, à être prêts, à passer à l'action. Au moment où on espérait, en fait, que c'était déjà voilà, l'intégration, voilà, tout le monde était content. Finalement, les Rwandais vont rentrer, les Rwandais vont se retrouver ensemble. On s'est retrouvés avec une branche qui était là, mais on se disait, non, mais c'est pas possible. Alors, la veille du génocide, le 6 avril, le président qui était au pouvoir à l'époque était parti à Arusha justement pour finaliser les accords d'Arusha et le passage inéluctable de l'intégration du FPR. C'est Juvenal Habyarimana. Voilà, Juvenal Habyarimana. Alors, lorsqu'il était de retour, tout le monde savait que, et c'était même annoncé à la radio, les extrémistes disaient, oui, il va donner le pouvoir aux Tutsis, mais lui, il va voir. Et on peut même écouter aujourd'hui sur la radio de la haine qu'on appelle la RTLM. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La radio d'Émile Colline. On l'a menacé. Mais donc, au moment où il rentrait d'Arusha, son avion a été abattu justement par l'aile dure du gouvernement. Il a été assassiné. Donc là, c'était directement après les barrages, les barrières, les premiers assassinats politiques. Et puis après, maintenant, ça s'est étendu sur tout le pays. Donc c'est l'étincelle qui a... Voilà, il y avait des listes préétablies, les Tutsis les plus influents, et puis après, petit à petit, ça s'est étendu sur même aux plus innocents, même des bébés, des femmes enceintes, des jeunes filles ont été violées. Et voilà, donc c'est comme ça que la folie meurtrière a commencé. Donc c'est un processus qui a commencé un peu avant, depuis 1959. Voilà, et voilà, ça s'est terminé justement avec l'assassinat de plus d'1 million de personnes. Donc, et le génocide a duré 3 mois et 10 jours, c'est-à-dire 100 jours. Oui. Comment est-ce qu'en 100 jours, en seulement 100 jours, plus d'1 million d'individus ont été massacrés? Pourquoi en si peu de temps? Voilà, en fait, il y a 2 éléments importants qu'il faut comprendre. La première chose, c'est qu'il y a eu de l'impunité pendant longtemps. Donc, depuis 1959, les autorités qui étaient au pouvoir, au Rwanda, qui s'adonnaient à des massacres ou bien à l'exclusion des Tutsis, se faisaient bien voir par l'autorité. Donc, toute autorité qui voulait bien se faire voir accentuait ses politiques d'exclusion, de ségrégation, et il était promu. Un chef de quartier pouvait devenir un peu supérieur, devenir ce qu'on appelle chef de secteur. Un chef de secteur rapidement devenait maire d'une commune. Un maire d'une commune pouvait être facilement nommé préfet. Un préfet devenait ministre parce que vraiment il mettait en place ce système, il exécutait. Des népotismes. Voilà, donc les gens ont été, au lieu d'être punis par ce qu'ils faisaient, ils étaient félicités, promus, et ça a incité un système comme ça incite même les autres à faire pareil. Voilà, il faut faire pareil. Donc c'est quelque chose qui s'était déjà installé. Plus vous tuez des Tutsis, plus vous faites la ségrégation des Tutsis, plus vous êtes reconnu par le système. Ça, c'était avant. Mais pendant le génocide, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec tout ce système mis en place, déjà prêt, avec une mobilisation sans précédent, avec
un déploiement Oui. des miliciens sur tout le territoire du pays. Ils ont commencé à assassiner les gens. Et cette fois-ci, ce n'est pas les militaires seulement qui étaient passés à l'action. Même le plus petit paysan, parce qu'ils avaient mobilisé, ils avaient entraîné pendant longtemps. On s'est retrouvé avec tout le monde, presque tout le monde impliqué. Les chefs du village étaient encouragés. Chefs de quartier avaient des listes, comme je l'ai dit, parce qu'ils savaient qu'en faisant ça, ils allaient être récompensés. Traitement de faveur. Voilà, traitement de faveur. Donc les chefs ont bien organisé dans les quartiers. Au lieu du travail, les gens faisaient de même. Donc, soit ils faisaient des listes, soit eux-mêmes, ils venaient parce qu'ils étaient armés avec les miliciens pour exécuter les gens sur le lieu de travail. Il y avait les étudiants, les professeurs d'université, professeurs des écoles secondaires, eux aussi, qui sont organisés. D'université, on a appris aussi que en fait, cette idéologie, cette propagande-là était même enseignée dans les écoles. Oui, c'était... Disant que les Tutsis, c'était des sous-hommes. En fait, c'était répandu, c'était tout le monde, on le savait depuis qu'on était à l'école, en fait. La maîtresse ou le maître professeur, il entrait, chaque fois qu'il entrait, il nous disait, voilà, chacun se lève et décline son identité. De sorte que chaque fois, depuis que vous êtes très petit, tout petit, de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, on vous fait comprendre que vous êtes différent chaque jour, chaque semaine. Levez-vous, dites votre identité. Il y a certaines personnes jeunes qui ne connaissaient pas, parce que dans les familles, ils ne disaient pas ça. Alors, on les renvoyait à la maison. On leur disait, non, retournez chez vous et puis revenez lorsque vous savez votre identité. En même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 1932, le colon belge qui avait été au Rwanda avait mis en place des cartes d'identité avec la mention ethnique. De sorte que quand vous vous promenez dans la rue, normalement, on ne peut pas différencier, voilà, celui-là est Hutu et Tutsi. Mais lorsqu'on te demande ta carte d'identité, on sait, toi tu es Tutsi. Donc, soit tu n'as pas accès au travail, comme on a dit, soit tu n'as pas accès à l'école et à l'éducation, soit pendant le génocide, tu étais arrêté, exécuté parce qu'on avait trouvé dans ta carte d'identité ton ethnie et tu étais tué là-bas. Et la chose la plus inimaginable qui s'est passée, parce que Rwanda, c'était à l'époque un pays catholique, 90%. Dans les premiers pogroms qui s'étaient passés à l'époque, dans les années 50, lorsqu'on tuait les Tutsis, ils se réfugiaient à l'église. Alors, ils ont changé de tactique. Ils se sont dit, maintenant, pour tuer le plus grand nombre de Tutsis, on va leur demander de se réfugier à l'église. C'est ce qu'ils ont fait. C'était la stratégie de 1994. Voilà, aller à l'église. Alors, les réfugiés se sont retrouvés à l'église. On les trouvait là-bas. Mais est-ce que et les hommes de Dieu étaient certainement en complicité dans ça, parce que l'église, oui. Ça les appartenait. Ah oui, à grande échelle. À grande échelle. Par exemple, dans une des régions du Sud, même l'évêque, qui est l'autorité suprême, a été impliqué. Vous allez le lire dans le livre de Boubacar Boris Diop, le Sénégalais, Mourambi, le livre des ossements, un évêque qui s'appelle Missag Augustin, et a mobilisé les Tutsis qui partaient, qui se réfugiaient vers le Burundi. Il a mobilisé, il leur dit, venez, réfugiez-vous, allez dans des endroits, dans des églises, on va vous protéger là-bas. Personne ne va oser entrer dans la maison de Dieu. Mais il y avait des consignes claires, justement, qu'il fallait aller les trouver là-bas. Donc, immobiliser les gens dans un même endroit, dans les églises, dans les écoles, parce que les écoles, à l'époque, au Rwanda, étaient dominées par l'église catholique. Ils allaient là-bas, ils allaient les retrouver là-bas, ils étaient exécutés. Donc, les hommes de Dieu, à l'époque, comme on dit, se sont mis à l'œuvre aussi. S'ils avaient dit non, il n'y aurait pas eu de génocide. Si les hommes de Dieu avaient dit non. Oui. Il n'y aurait pas eu de génocide. Comment? Parce que, je vous dis, parce que l'autorité religieuse a un pouvoir. Pendant le génocide, aucune autorité religieuse
n'a condamné les tueries. Aucune autorité. Bien sûr, c'était dominé par l'ethnie à l'époque Hutu, mais ce qui est frappant, il n'y a pas une seule autorité de l'Église. Là, je parle des évêques. Oui. Jamais. Il y a eu des actes courageux de certains prêtres, Oui. comme aujourd'hui l'actuel évêque du Sud. Il y a des actes isolés, des prêtres qui ont dit non, moi je vais protéger mes chrétiens, mes paroissiens, et ils les ont fait. Il y en a qui ont été tués à cause de ça. Des évêques qui ont été... pas des évêques, des prêtres. Des prêtres qui ont été tués parce qu'ils ont protégé... Des prêtres, des sœurs dans les couvents qui ont été tués parce qu'ils protégeaient. Il y a des cas, on les connaît au Rwanda, mais la majorité se sont donnés à des actes de tuerie. Maintenant, parlons du rôle joué par la radio Mille Collines. C'est une radio tristement célèbre. Nous avons tous eu écho de cette radio-là. Quel est le rôle que cette radio a joué dans l'aggravation de la situation? Vous savez, un média au Rwanda à l'époque, la radio, tout le monde écoute la radio. Même aujourd'hui, tout le monde écoute la radio. Peut-être aujourd'hui à la télévision, mais à l'époque, partout, la radio, c'était un médium absolument accessible à tout le monde. Alors, cette radio faisait passer des messages. D'abord, ils encourageaient les gens à aller tuer les Tutsis. Ils faisaient comprendre à ceux qui ne voulaient pas continuer à s'adonner aux tueries que s'ils ne le faisaient pas, et aussi, ils allaient être tués. Deuxièmement, ils continuaient à déshumaniser les victimes Tutsis en leur disant non, les Tutsis doivent être tués parce que soit ce sont des complices du FPR, et le FPR, ce sont des serpents, ce sont des cancrelats. Oui. Donc, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas des êtres humains, en fait, qu'il faut tuer, mais ce sont des insectes. C'est comme ça qu'on appelait, on les appelait soit des serpents, soit des insectes. Oui. Alors, 24 heures sur 24, cette radio tournait comme ça. Deuxième chose, les autorités politiques passaient à la radio justement aussi pour donner son message. Mobiliser, continuer. Et ils appelaient ça travail. Aller travailler, aller travailler. Donc, dans le langage imagé du Rwanda, pendant cette période, travailler, ça veut dire tuer. Des gens. Troisièmement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y a des Tutsis qui parvenaient à se cacher. Alors, avec les informations qui se donnaient, certains appelaient la radio pour leur dire, voilà, je sais que tel a survécu, je l'ai vu, il se cache chez tel. Et ils demandaient aux miliciens qui sont dans le coin d'aller vérifier. Et ils allaient trouver les gens. Donc, ils indiquaient là où il y avait encore des survivants. Et ça a continué jusqu'à ce que cette radio soit complètement détruite par justement le FPL qui était dans cette conquête. C'était une radio privée ou publique? C'était une radio privée, mais financée majoritairement par le gouvernement, enfin, par les membres du gouvernement, dont le tout premier disons, actionnaire, c'était l'ancien président Habyarimana qui avait été tué à l'époque. Oui. Il avait contribué à hauteur d'1 million de francs rwandais pour démarrer cette radio. Cette radio à l'époque, 1 million c'était beaucoup, et puis voilà, tous les gens du régime, les plus grands commerçants, ils ont tous acheté des actions, c'était privé, oui, mais qui appartenaient en fait à l'aile dure justement du régime. Okay. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes senti abandonné par la communauté internationale pendant ces 100 jours-là? Vous savez, pendant ces 100 jours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et bien sûr, on se disait que justement la communauté internationale est là, et ça c'est un des facteurs justement qui a fait que tous les Tutsis se sont retrouvés coincés. Les gens se disaient, mais la communauté internationale est là. Les Nations Unies avaient envoyé au Rwanda la mission des Nations Unies pour le Rwanda, la MINUAR. Donc c'est une mission de maintien de la paix. Il y avait des militaires. Avant les génocides? Oui, c'était là depuis
1993 déjà, 1992, il y avait eu d'abord une mission d'observation et puis ça a été confirmé avec une mission que le Conseil de sécurité a mis en place avec à la tête un général canadien, le général Roméo Dallaire. Voilà, avec un contingent belge de plus de 2000 personnes et puis quelques militaires africains de l'Union africaine qui étaient là. Alors, ce général, puisqu'il était là, avec ses moyens, les moyens qu'il avait, il a pu réunir des informations, rassembler des informations et les envoyer au Conseil de sécurité de l'ONU. Et à un certain moment, on lui a dit, un informateur qui était parmi les miliciens, qui était préparé pour passer à l'action, et passer lui dit, vous savez, on est capable aujourd'hui, on a entraîné des gens qui sont capables de tuer 10 000 Tutsis par jour. Okay. Et ça, c'était... Lui, il a transmis ça au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'a rien fait. Ils se sont dit, ah non, ça ne peut pas se passer, c'est pas possible. Ils n'ont rien fait. Ce qui est pire, c'est que au début du génocide, lorsque le génocide s'est déclenché le 7 avril 1994, la même nuit, il y a 10 casques bleus belges qui étaient chargés de la sécurité de la première ministre de l'époque, premier ministre de transition, qui s'était opposé au génocide, qui était contre les extrémistes. Oui. Elle était Hutu, mais elle était contre. Oui. Alors, pour passer à l'action, en fait, la première ministre a été assassinée. Avant le président? Non, non, la nuit du président. La nuit où voilà, ils ont tué le président. La même nuit, ils ont assassiné la première dame, oui, et son mari, oui, et tous les chefs des partis politiques de l'opposition. Oh. Et puis, ils ont assassiné les 10 casques bleus belges qui protégeaient aussi la première ministre, oui, pour donner un signal. Et effectivement, ça a marché parce que le 9 avril, le Conseil de sécurité s'est réuni. Après justement l'assassinat des 10 casques bleus, ils ont dit, maintenant les Belges ont dit non, on n'est pas là pour être tués, nous on quitte. Donc le Conseil de sécurité a décidé de rapatrier la mission de maintien de la paix. Pour laisser voie libre maintenant aux génocides. Voilà. Exactement le 11 avril, 2000 casques bleus belges qui étaient déployés dans la ville de Kigali et qui protégeaient un des camps les plus importants où il y avait 3000 réfugiés Tutsis à Kigali, dans le quartier de Kigali, les Tokichukiro. Ils les ont abandonnés là-bas, ils ont quitté, ils sont partis. Ils étaient encerclés, pourtant par les miliciens et les militaires. Dès leur départ, toutes ces personnes ont été complètement assassinées. Donc, ça, c'est seulement là-bas. Il y a eu d'autres cas un peu à gauche et à droite, et à Andera et dans d'autres places du Rwanda. Donc, ces militaires belges de la mission des Nations Unies ont quitté derrière. Les Tutsis ont été exterminés. Là, ça a donné le signal aux miliciens et au gouvernement. Ils se sont dit, ah, même la communauté internationale les abandonne, on a les mains libres. On passe. Et là, c'était le 11 avril. Déjà. Le président avait été tué le 7 avril. Oui. Ok. Maintenant, on va parler un peu, nous sommes un peu plus par le temps, on va parler un peu de comment vous êtes parvenu à cicatriser cette plaie-là. Comment le pays s'est organisé après les 100 jours pour pouvoir revenir à la normale. Oui. Vous savez, vous vous imaginez, le 4 juillet, à la fin du génocide, 1 million de personnes ont été tuées. Le FPR parvient à avoir une victoire sur le gouvernement génocidaire en se battant chaque jour. Le gouvernement génocidaire a été défait et contraint de fuir au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. Alors, on s'est retrouvé avec un pays exsangue complètement à genoux, 1 million de personnes, un système complètement détruit, gouvernement complètement détruit. Il n'y avait pas de gouvernement, il y avait des infrastructures étaient complètement... tout était détruit. Il a fallu recommencer à zéro. Oui. Heureusement que justement on avait le FPR qui était là en place, qui avait, même avant de lancer sa lutte de libération, avait proposé un programme politique en fait qui visait justement à
unifier le peuple rwandais. Ce programme existait. Ils se sont battus pour ça. Et à la fin du génocide, ils se sont dit, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, on va continuer. On a perdu 1 million de personnes, mais malgré ça, il faut unir les Rwandais. Donc c'est ce programme de réconciliation là, qui a été mis voilà, en place. le programme de réconciliation qui a été mis en place. Le FPR a amené tout le monde, et voilà, autour d'une table, discuter. Voilà, il faut aller de l'avant avec le leadership justement du président Paul Kagame, qui était à l'époque vice-président et ministre de la Défense. Voilà, vraiment à encourager tous les Rwandais à s'asseoir sur cette table et puis mettre en place une vision nouvelle qui a fait qu'en 2000, le Rwanda a mis en place la vision 2020 avec à l'horizon justement un pays à revenu moyen. Donc ce sont des objectifs qu'on s'était fixés en 2000 avec un leadership extraordinaire, visionnaire, qui a permis qu'on puisse avancer. Donc tout le peuple rwandais se retrouvait derrière le président. Ils se sont dit, on te suit, on te soutient, on va de l'avant. Okay. Maintenant, on ne peut pas bâtir une paix sans la justice. Comment la justice, après le génocide, s'est organisée? Comment est-ce que ça s'est passé pour que les uns et les autres puissent pardonner? Voilà, ça c'était un point très important, une question très importante. C'est justement, on ne peut pas avancer sans la justice dans un pays qui a connu un génocide. Alors on s'est retrouvé à la fin du génocide avec plus de 130 000 personnes dans les prisons. Et puis les premières enquêtes, en très peu de temps, en une année, ont montré qu'on avait plus d'1 million de personnes qui auraient pu s'impliquer dans les atrocités. Alors, on a essayé de faire la justice à la traditionnelle, voilà, les tribunaux traditionnels. Et il s'est fait que même un seul procès prenait 2 ans. Ouais. Alors, lorsque les gens ont fait le calcul, ils se sont dit, bah voilà, si un procès dure 2 ans, oui, d'une personne, et on a des suspects de plus d'1 million de personnes, comment on va faire? Ça va durer, ouais, plus de 2 siècles. Voilà. Alors on a décidé d'aller puiser au fin fond de notre culture, parce qu'on avait à l'époque, avant justement l'arrivée des colons, une justice traditionnelle qui s'appelle les gachacha, c'est-à-dire les sages du village qui s'asseyent sous voilà, sous le manguier, sous l'arbre, oui, et qui, à l'époque, n'était pas destiné nécessairement à rendre justice, beaucoup plus, c'était de l'arbitrage pour amener les gens à s'entendre. Mais on a utilisé ce système, ça a été légalisé, légiféré, et on a utilisé ça dans tous les pays. Des gens ont été formés dans tous les villages, et ce qu'on appelle les Inyangamugayo, ce sont ce qu'on appelle les incorruptibles, quoi. Dans chaque village, ils ont élu vraiment des hommes intègres, oui, en fait d'être des juges. Oui. Alors ça a permis d'aller vite, en même temps partout à travers le pays. Et en fin de compte, en 6 ans, 8 ans, on a pu juger plus d'1 million de personnes, oui, avec différentes catégories, et qui ont montré les différentes responsabilités. Les gens ont été jugés, et puis en même temps on conduisait une politique d'unité, de réconciliation, parce que même les rescapés qui avaient survécu étaient encouragés à accepter, mais d'avancer. Et les rescapés, ils l'ont fait, et avec l'aide des juridictions Gachacha, ils ont accepté, et aujourd'hui on avance avec un leadership vraiment visionnaire et ambitieux pour son peuple. Oui. Voilà, on est là, on essaie de se relever et de continuer. Voilà, on croit qu'on est sur le bon chemin depuis, et avec le président, et qui a encore une vision encore un peu plus ambitieux encore pour notre pays. Okay. Justement, parlant de se relever, 28 ans après, le Rwanda est devenu un modèle pour tout Africain. Comment est-ce que cela a pu être possible en si peu de temps, et sortir de cette page sombre de l'histoire, et puis renaître de ces cendres-là, et devenir en si peu de temps un modèle pour les autres? Comment le Rwanda a pu? Vous savez, la personne du chef de l'État, du président Kagame, est exceptionnelle. C'est quelqu'un qui écoute,
qui discute, et qui convainc. Et c'est quelqu'un qui aime la pédagogie et il essaie de tirer le meilleur de chacun. Et tous les Rwandais sont vraiment derrière lui. Et c'est quelqu'un qui est intègre, qui prêche par l'exemple. Vous savez, lorsque vous avez un leader qui prêche par l'exemple, vous êtes obligé de suivre. Tout à fait. S'il est sérieux au travail, tout le monde va être sérieux. Et s'il est incorruptible, tout le monde va essayer d'être incorruptible. Et puis voilà, il organise le système de façon qu'on lutte contre la corruption. S'il est intègre, tout le monde est obligé de suivre. Lorsqu'on a dit, voilà, on va lutter contre la corruption, on va commencer à déclarer, par exemple, les avoirs et les revenus de façon publique. On va chez l'office de l'ombudsman, comme on appelle ça au Rwanda. On va déclarer ses avoirs, ses revenus. Le président a été le premier à les déclarer, ses avoirs et ses revenus. Lorsque le président dit, voilà, il faut qu'on fasse des travaux communautaires, tout le monde, voilà, pour essayer de reconstruire notre pays nous-mêmes, construction des écoles, construction de nettoyage de notre cité, des quartiers. Le président, lui, il est le premier à aller là-bas. Il est là chaque dernier samedi du mois, dans son quartier. Il est avec ses voisins. Des fois même, il quitte son quartier pour aller, aller aider les autres. Donc, c'est quelqu'un qui est devant. Qui dirige par l'exemple. Qui dirige par l'exemple. Et là, que ce soit les gens de sa génération comme nous, que ce soit les jeunes, là, vous êtes obligés de suivre. Okay. Et on s'achemine vers la fin de l'émission. D'ores et déjà, on va vous demander de parler un peu sur les relations bilatérales entre le Mali et le Rwanda. Comment se porte la relation entre nos deux pays? Les relations entre le Rwanda et le Mali se portent vraiment au beau fixe. Ce sont des relations de fraternité, d'amitié, de coopération dans tous les domaines, au niveau bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral, comme je vous le disais. Au niveau international, le Rwanda et le Mali se soutiennent mutuellement, et que ce soit aux Nations Unies et dans les différentes organisations des Nations Unies. Le Rwanda a toujours soutenu le Mali a toujours soutenu le Rwanda pendant le moment de prise de décision importante. Il y a eu toujours, voilà, vraiment ce lien, que ce soit au niveau de l'Union africaine, il y a ça. Et ça a été traduit par les visites des autorités, que ce soit au Rwanda ou bien ici. Le président Kagame est déjà venu ici, le président malien est venu là-bas. Donc ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, on a un challenge. Il faut fructifier ça. Et à part des relations bilatérales qui sont là, il faut passer à l'action. Il faut qu'on puisse développer des relations économiques. Et il faut qu'on puisse développer des relations scientifiques. Voilà, échange du savoir, échange de la matière grise, mais de connaissances dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche scientifique, mais que ce soit aussi dans le domaine au quotidien, le bien-être. Ce qui se fait bien ici, au Mali, il faut qu'on vienne apprendre de ce qui se fait bien de la même façon ici, et puis vice-versa. Et ces échanges vont renforcer, en fait. Mais donc, comme je le disais, il y a un challenge. Les autorités de nos deux pays, ils sont ambitieux, ils veulent que, franchement, on aille de l'avant, qu'on développe des relations commerciales au lieu d'aller chaque fois chercher ailleurs, à l'étranger, alors qu'on a tout ce qu'il faut ici sur le terrain, au Rwanda et au Mali. Il faut que cette mentalité puisse changer. Il faut qu'on puisse comprendre que nous, entre Africains, on peut faire quelque chose, on peut faire du business. Tout à fait. Voilà, au lieu d'aller chercher l'expertise même dans les pays. Hors continent. Le continent, il y en a. Sur le continent, il y en a. On peut importer du Rwanda, on peut importer du Mali, on peut exporter vers le Rwanda, on peut exporter vers le Mali. Il faut qu'on puisse passer à cette étape-là. Très bien. Aujourd'hui, le spectre du conflit intercommunautaire plane au-dessus du Mali à cause de l'instrumentalisation et des groupes terroristes. Votre Excellence,
qu'avez-vous comme leçon, comme message à passer aux Maliens pour que nous n'en arrivons pas là? Oui, ça c'est une question très importante. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a une activité de commémoration comme ça. Oui. Une activité de commémoration pendant laquelle au Rwanda, ou bien des Rwandais, partagent ce qui s'est passé, notre histoire. Une histoire tragique. Oui. Ça, c'est pour éduquer et enseigner, pour sonner la sonnette d'alarme. Il faut faire attention. Ça peut arriver à n'importe qui, même si, vous savez, à la fin de la Shoah, on avait dit plus jamais ça. Après quelques années, ça s'est arrivé au Rwanda. Et tout ça, on sait les causes, on connaît les causes. Oui. Lorsque le populisme prend de la place, lorsque les discours de haine vraiment s'organisent, lorsque il n'y a plus de tolérance, là c'est dangereux. Et les leçons que le Rwanda peut enseigner aux autres, c'est dire, voilà, regardez bien ce qui se passe là-bas. Regardez bien ce qui s'est passé au Rwanda. Okay. Vraiment, essayez d'éviter ça. Et tout le monde a la capacité d'éviter ça. Okay. Maintenant, il faut le faire. Okay. Il faut le faire. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et nous étions avec l'ambassadeur de la République du Rwanda au Mali, son Excellence Jean-Pierre Karabaranga. Votre Excellence, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher ami, merci beaucoup. Et surtout, je suis très enchanté de discuter avec un jeune. C'est vous les jeunes, l'avenir vous appartient, c'est vous le futur de notre continent. Continuez comme ça de l'avant, continuez à vous intéresser à l'histoire de notre continent. Okay. Ce sera l'Afrique qui va gagner finalement. Okay. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Okay. Merci au peuple malien qui se tient à nos côtés. Merci au gouvernement, au chef de l'État, au Premier ministre, au gouvernement du Mali, d'être à côté des Rwandais depuis très longtemps et surtout aujourd'hui. Oui. Je remercie vivement le chef de l'État qui s'est représenté aujourd'hui par son Premier ministre et de nous soutenir, de soutenir les rescapés qui vivent ici au Mali, et puis dans le message de compassion et de solidarité que nous avons reçu nous a fait chaud au cœur. Okay. Merci encore. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces numéros. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Joliba TV News, la première chaîne d'info du Mali.